des bourras de toutes les couleurs qui enferment les fleurs de tilleul et leurs parfums, des torrents de senteurs qui dégoulinent de la montagne en fin d'après-midi, le cirfe qui se glisse dans le pyjama de la guêpe pour nous faire croire qu'il est dangereux. Mais je ne vous en dis pas davantage. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi dans le Vercors et dans la Drôme. Tu trouvais que j'avais trop chaud? Tu trouvais que j'avais trop chaud? De l'autre côté, il n'est pas vrai, il arrive là-bas. Oui, je m'en rappelle pas, mais nous venons de partir, nous sommes pratiquement au point de départ et déjà les orchidées sont en fleurs. Soyez très attentifs en suivant ce chemin parce que dans la végétation, vous découvrirez des plantes bizarres, extraordinaires, si on peut dire, puisqu'elles ne sont pas vertes, comme cette orobanche. Elle est dépourvue de chlorophylle. C'est une plante parasite. Elle est allée poser ses racines sur des racines d'autres plantes. Elle va les piller, en quelque sorte. Et puis il y a aussi cet hellebore, on l'appelle herbe pisse-chien. Faites comme moi. Santé. Je vous propose de vous projeter 120 à 100 millions d'années en arrière. Le Vercors n'existait pas. Il y avait à la place une vaste plateforme immergée, quelques mètres d'eau seulement. Le climat était de type tropical. Un peu plus tard, du sable s'est déposé. Il date d'environ 80 millions d'années. Et en tout cas, sa présence ici atteste qu'il y avait, tout près, en amont, un énorme delta. Alors bien entendu, aujourd'hui, les choses ont changé, tout s'est transformé. Il y a eu la poussée alpine et brutalement, le Vercors s'est trouvé projeté à 1500 mètres d'altitude. Nous venons de faire un grand bond en avant. Nous sommes maintenant à 120 000 ans. À cette époque, des énormes masses de glace arrivaient de Tarentaise et de Maurienne et venaient obturer la vallée du Furon. De cette énorme masse de glace, ce sont des taches et des icebergs qui sont allés flotter, nager à la surface d'un lac, aujourd'hui Villard-de-Lans. Ces icebergs, en fondant, eh bien, ont déposé des énormes rochers, du granit, qui arrivaient de cette région Maurienne, Tarentaise. C'est ce qui explique aujourd'hui la présence, tout près de Villard-de-Lans, dans un massif calcaire, de ces masses de roches cristallines et de granit. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans la forêt et de profiter d'un petit coup de projecteur. Dans la forêt, il y a des quantités d'indices qui nous montrent la présence d'animaux. Et pourtant, les animaux, on ne les voit pas. Ils sont discrets, ils se sauvent. Mais voilà des traces. Voilà, je sais ici, par exemple, que l'écureuil est venu. Il s'est installé sur cette table, sur ce rocher recouvert de mousse, et il a cassé la croûte. Il a mangé des petites graines d'une pomme. C'est une pomme d'épicéa. Un mulot est venu aussi. Lui aussi a mangé les graines
Mais regardez, le travail n'est pas le même. Donc je sais qu'il y a au moins du mulot et de l'écureuil. Ah ben voilà, ils sont passés par là. Les sangliers sont venus là chercher leur nourriture, ils ont soulevé la mousse avec leur défense, avec leurs groins pour chercher de la nourriture. Ils sont passés tout près d'une orchidée. Voilà, elle est en graines. Ils n'ont pas trouvé les bulbes. Ils ont peut-être été dérangés, finalement. Alors pour reconnaître dans la forêt un sapin d'un épicéa, faites comme moi, vous caressez les troncs. Si c'est un tronc argenté, lisse, c'est certainement un tronc de sapin. Puis vous allez plus loin encore dans la recherche. Vous tentez de découvrir des verrues. Regardez, il en est rempli de verrues. Derrière cette petite couche d'écorce, derrière cette petite pellicule, il y a de la résine. Vous pouvez crever la verrue avec l'ongle et vous allez voir apparaître un petit peu de résine. Portez-la à la bouche, goûtez-la. Vous allez voir, c'est bon. Voilà, nous venons de sortir de la forêt et vous verrez sur la fin le dénivelé est bien, il est raide. Attention au mollet. Et nous arrivons donc dans le plateau, sur le plateau de Sornin, dans une prairie très grasse. Il y a beaucoup d'herbes. Sur notre droite, la grande dépression qui nous emmène sur Grenoble, que l'on aperçoit ici. Et puis sur la gauche, on va y aller. C'est là-haut que se tient le gouffre berger, qui a attiré et qui attire encore aujourd'hui beaucoup de monde, mais qui a déjà attiré il y a 50 ans en arrière un petit groupe de copains. Et nous avons rencontré ce matin Aldo, qui faisait partie de ce groupe. C'est eux qui ont découvert le gouffre berger. Nous y allons. Les montagnards Sassenage avec qui je faisais de la montagne à ce moment-là m'avaient dit mais tu devrais monter là, amener tes copains là-haut, tu verras il y a des tas de trous là-haut. Alors on est descendu une multitude de trous jusqu'à ce qu'un jour Joe Berger, le bon petit copain, là, a trouvé le bon trou qui lui nous a amenés jusqu'à la rivière. Mais au départ il ne le savait pas. Seulement c'était celui qui allait déjà le plus loin. Et de poursuite en poursuite, on est arrivé à tomber dans le collecteur. Collecteur, c'était vraiment ce que nous cherchions. Là. Partir rêver, on voyait déjà les cuves de Sassenage au bout. Quoi, ça. Alors ces cuves, vous les avez atteintes? Et hélas, non. Vous êtes arrêté où? À la profondeur de 1122 mètres, on bute sur les siphons qui nous interdisent d'aller plus loin. Vous êtes quand même descendu à moins 1122 mètres. C'était un record du monde. Oui, c'était en 56. C'est tout loin tout ça. On peut dire, il était une fois. L'aventure du gouffre berger. Voilà. Une très belle couleuvre à collier. Elle est en train de chercher l'ombre. Alors je parle tout bas, mais en fait c'est sourd un serpent, ça n'a pas d'oreille. C'est sourd comme un pou. Elle est complètement inoffensive. Elle est en train de rentrer sous le buisson. Voilà, ça y est, la file, elle cherchait l'humidité. C'est donc un serpent qu'il faut laisser vivre parce qu'elle se nourrit de crapauds. Alors ne la tuez pas.
attention de ne pas me tordre les chevilles dans ces lapiers. C'est l'occasion d'expliquer ici sur un tout petit territoire comment se sont formées ces grottes, ces gouffres, ces galeries qui circulent ici, qui perforent le socle du Vercors. Eh bien c'est très simple. L'eau de fonte des neiges s'est accumulée dans des cuvettes, dans des petits creux naturels. Et puis par dissolution, cette cuvette est devenue plus profonde, plus large. Elle s'est transformée au fil du temps. L'eau de pluie, plus tard, l'eau de fonte des neiges à nouveau, ont fait que, par dissolution toujours, ces cuvettes ont été reliées entre elles par des rigoles. Et ces rigoles sont devenues plus longues, plus profondes, plus larges. Elles ont formé ces lapiers qu'on rencontre ici. Eh bien peut-être que plus tard, dans quelques milliers, dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années, à cet endroit, il y aura un gouffre profond, il y aura des boyaux à l'intérieur du socle, extrêmement larges, très longs. Ça peut partir tout simplement d'une petite chose comme cela. L'objectif est atteint. Nous sommes donc sur le bord du gouffre berger. Comme vous pouvez le constater, bien sûr, il est largement prudent de tenir les enfants par la main et même de ne pas les laisser courir sur ce plateau lapiazé, bourré de failles. Le gouffre berger, à lui tout seul, est un géant. C'est un boyau qui s'enfile profondément dans le sol, ici, dans ce plateau du Vercors, et beaucoup de gens le visitent. C'est ce qui fait qu'il est absolument indispensable de respecter toutes les normes de sécurité et avant de venir ici pour descendre dans les profondeurs du sol, de se faire connaître et de demander l'autorisation à la mairie d'Engins. C'est indispensable. Il faut aussi appartenir à un club de spéléo. Il m'arrive quelquefois d'être déçu, que ce soit en montagne ou dans des cavernes ou dans des grottes, parce que je rencontre des détritus. Alors je ne comprends pas bien comment on peut à la fois aimer la nature au point de grimper sur les sommets des montagnes ou descendre dans l'entraille de la terre, et puis abandonner sur place des boîtes de conserve, des sacs en plastique. Je pense que vraiment, ce n'est pas un effort énorme que de les remettre dans le sac à dos et de les ressortir, comme c'est le cas ici. J'avoue que c'est un petit peu, quand même, quelquefois, dans ce gouffre, des petits endroits, des petits trous qui sont de véritables dépotoirs. Vous nous avez mis au travail, hein? Voilà, il va... Voilà. Figurez-vous que je salive déjà. Voilà, sauté brillant. Allez, je vous en prends 5. Nous sommes partis ce matin de Choranche, un petit village blotti dans la vallée de la Bourne.
Puis nous avons attaqué par un petit chemin les pentes qui nous mènent près de la falaise et nous avons traversé un hameau. Ensuite, nous avons fait quelques centaines de mètres dans la Garenne, dans les petits prés, bien entretenus par les gens de l'endroit. Et progressivement, dans la forêt, nous avons rejoint la base d'un cône de déjection, des pierrailles. Et très rapidement, un petit sentier est parti sur notre droite, donc nous l'avons pris pour progressivement rentrer dans la forêt de chênes et de buis. Vous rencontrerez tout le long de cette balade un arbuste, quelquefois un arbre qu'on appelle le buis. C'est un arbre extrêmement répandu, on l'a semé pratiquement dans le monde entier. Et figurez-vous qu'ici, il fait concurrence au chêne. Il est très dense à quel point, même quelquefois, d'oublier les petits végétaux qui devraient pousser à son pied. Il fait de l'ombre, ce qui fait que ces petits végétaux disparaissent. Ils ont bien du mal à pousser à cause du peu de lumière. Alors cet arbre, on l'utilisait autrefois. On l'utilisait notamment lorsqu'on voulait remplacer la quinine pour guérir les gens atteints de malaria. Et puis on raconte aussi que lorsqu'on était atteint de gouttes ou tout simplement de rhumatisme, on s'en faisait des compresses et même des bains. Paraît-il que ça soulageait de la douleur. Le calcaire est initialement une roche extrêmement compacte et imperméable. Or, il se trouve que cette dalle calcaire de 250 mètres de haut a subi au tertiaire des déformations. D'abord, elle s'est élevée, et puis ensuite, elle a été tortillée un petit peu dans tous les sens, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous un bloc complètement fissuré. Il y a à l'intérieur de cette falaise de micro-fissures et quelquefois des fissures beaucoup plus grandes. En tout cas, des fissures suffisamment larges pour laisser passer l'eau. Mais d'où vient cette eau? Eh bien, elle vient des nuages, c'est de la pluie, qui s'abat sur le plateau, qui s'abat sur les sommets. Cette pluie rencontre d'abord de la végétation, des feuilles, des branches, des troncs, puis elle ruisselle tranquillement, elle traverse les couches d'humus et elle se charge de gaz carbonique. Elle s'acidifie. Eh bien, en s'acidifiant, en pénétrant à l'intérieur de ces fissures, elle dissout le calcaire. Elle fait des passages de plus en plus vastes et cette eau, eh bien, on la retrouve à l'intérieur de cette falaise, au plafond des cavernes. Et quelquefois, quand elle rencontre une couche totalement imperméable, eh bien, on la retrouve au pied de la falaise, elle ressort. Ce torrent tumultueux sort de la montagne. Il a traversé toutes les couches calcaires. Il est donc chargé de gaz carbonique. L'eau est acide. Elle a dissous du calcaire. Et figurez-vous que quand cette eau sort de la montagne, elle rencontre de la lumière, elle rencontre de la chaleur et surtout, elle rencontre des mousses, elle rencontre des algues, elle rencontre des fougères qui sont extrêmement voraces en gaz carbonique. Elle le dévore, elle l'avale. Du coup, ça crée un déséquilibre chimique au niveau de l'eau. Et qu'est-ce qui se fixe? Qu'est-ce qui est précipité? Encore une fois, le calcaire. Vous vous rappelez, 250 mètres au-dessus de nous, la forêt et la pluie. Et l'eau qui ruisselle sur les feuilles, sur les branches, sur les troncs, qui traverse l'humus et qui se charge en gaz carbonique. Elle devient agressive. Elle arrive jusqu'ici en traversant la dalle calcaire à travers des petites fissures. Elle est gloutonne, elle se nourrit de calcaire tout le long du chemin. Et puis, elle arrive jusqu'à nous. Dans cette atmosphère, une partie du gaz carbonique rejoint l'air
Et à ce moment-là, il se produit quelque chose de tout à fait étrange. Le calcaire qui est contenu dans la goutte se précipite. Il se fixe au plafond. C'est le stalactite. Et la goutte continue son chemin. Elle arrive sur le sol. La même chose se produit. Le même mécanisme est en route. Elle abandonne encore une fois une partie de son calcaire. C'est le stalagmite. Un jour, ils se rejoindront dans très longtemps et ça donnera une colonne. Gilbert, nous nous sommes arrêtés sous un plafond qui semble vraiment irréel. Ces stalactites ne ressemblent absolument pas à ceux que nous avons rencontrés partout ailleurs dans la grotte. Oui, c'est un petit peu la particularité de ce plafond et des grottes de Choranche. On est en présence donc d'une formation qui va évoluer en permanence en longueur sans jamais évoluer en diamètre. Cette stalactite est creuse, l'eau circule par l'intérieur du tube, ce qui fait qu'elle va grandir en moyenne pour la cavité de 5 cm par 100 ans. Donc certains font 3,20 m, ce qui leur donne un âge d'environ 6000 ans. Gilbert, voici les fameux protés que l'on trouve à la frontière italo-slovène. Oui, c'est là qu'on connaît la véritable souche de ces protés. C'est le plus grand animal cavernicole qui vit au monde, connu actuellement. On n'est pas à l'abri de surprises malgré tout. Il ne vit donc que dans cette région-là. Et ici, donc, c'est un élevage qui nous vient du laboratoire souterrain de Moulis. On les connaît à l'état fossile il y a 130 millions d'années. Ils vivaient donc à la surface de la Terre et vraisemblablement se sont enfouis au grand bouleversement qu'il y a eu en principe il y a 60 millions d'années. En tout cas, c'est un batracien qui vit dans l'eau froide puisque celle-ci fait 8 degrés. Et ils se reproduisent dans cette eau. Oui, oui, tout à fait. Ils se reproduisent dans cette eau. Ils naissent avec des yeux et ces yeux disparaissent après. Oui, c'est un caractère récessif de cet animal qui a vécu donc à une certaine période en surface. Donc le bébé naît avec des yeux, on voit très bien l'œil jusqu'à 7-8 ans, et ensuite l'œil disparaît, on ne le voit plus. C'est un animal qui vit relativement vieux. On sait à peu près combien? À peu près combien il est étudié depuis 40 ans. La première souche qui a été étudiée était vraisemblablement des subadultes ou des adultes, donc une vingtaine d'années. Ils sont toujours vivants. Donc et ils ont aujourd'hui 60 ans. Voilà. Et vous êtes né en aquarium, il n'y en a pas en liberté ici dans la caverne? Non, pas encore. Il faudrait avoir beaucoup de reproduction pour obtenir ça.
c'est vraiment de la glace, là. C'est vraiment très très chouette. Hein. C'est magnifique. Il y a une cristallisation là, qui se fait sur le bord. Là. Je m'apprête à franchir le pas de l'Aiguille. Je vais passer à proximité du monument qui rappelle les événements tragiques des 22, 23, 24 juillet 44, événements au cours desquels 7 maquisards périrent. Notre objectif, le sommet du Mont Aiguille. C'est une balade de 2 jours puisque ce soir, nous bivouaquons au col de l'Opet. Dans ce pierrier, vous entendrez certainement le coup de sifflet d'alerte de la marmotte. Elles ont été réintroduites, ces marmottes, il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui, elles servent de garde-manger à l'aigle. Regardez ce hêtre. Il ne pouvait pas évoluer dans un pire endroit. Il subit la neige, il subit le vent glacial, il subit les chutes de pierre, y compris les semelles des randonneurs, et les dents des chamois, des chevreuils et des 2000 moutons qui montent au printemps en transhumance, même les dents de l'âne du berger. Tout cela lui donne cette forme. C'est un véritable bonsaï. Il a probablement 20 ans. Les myosotis en fleurs forment de grandes flaques bleues et de gros boutons d'or aux fleurs sphériques, toutes jaunes donc. Les trolls attestent que l'endroit, que le milieu ici est humide. Puis il y a aussi des narcisses qui se dandinent tout en haut de leurs grandes tiges. Dès cet instant, je vous entraîne dans un jardin secret. Nous rencontrerons en effet tout le long du chemin, et ce jusqu'au col de l'Opet, des quantités d'orchidées, comme celle-ci. C'est la première que nous rencontrons. Elle est discrète, elle est toute verte, vert sur vert, on ne la voit presque pas. Et pourtant, elle est très intéressante. Ces 3 sépales forment une sorte de casque, et si vous regardez attentivement dessous, vous verrez un label découpé qui ressemble fort à un homme pendu. On l'appelle orchidée homme pendu. D'accord avec Yannick ou pas? Oui. Vous avez retrouvé, alors, lisez ce qu'on vous indique et en observant votre plante, vous allez pouvoir me dire si c'est bien ça, s'il n'y a pas d'erreur. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai trouvé ça, hein. Il faut le confirmer en observant. Hein. Ils ne sont pas sur tous les livres. Hein. Vous en avez trouvé une belle, hein? Ah oui, oui. Les enfants sont en train de la déterminer, là. Moi aussi, j'ai ma loupe. Ah. Vous êtes naturaliste? Vous allez leur faire concurrence. Madame,
crois que moi, c'est une orchis Ah, il a une grosse loupe, lui. Vous avez trouvé ce que c'est comme orchidée? Oui, c'est l'orchis pourpre, non? Tout à fait. Elle est grande, celle-là, elle est jolie. Hein. Elle est très très belle. Il y en avait plein en montant, puis il y en a encore plein au-dessus. Si vous allez par là, on fait un bout de chemin ensemble. Ça vous va? On y va? Allez. Alors tout ça, ça me rappelle une histoire d'orchidées et une histoire d'abeilles justement. Figurez-vous que dans la campagne, il y a une petite abeille, grande comme ça, qu'on appelle Eucera, et qui se balade en toute liberté, c'est une abeille sauvage. Au moment de la reproduction, le mâle va vers la femelle évidemment, mais la femelle le repousse, elle n'en veut pas. Tout simplement parce qu'il n'est pas parfumé. Elle l'envoie se parfumer. Et vous savez où est-ce qu'elle l'envoie se parfumer? Sur une orchidée. Il vient rejoindre l'orchidée, il s'énerve un petit peu, il la gratouille, là, il est en train de lui faire des papouilles, et puis, tout en faisant ça, il se parfume le corps avec le parfum de l'orchidée. Et c'est seulement lorsqu'il est complètement parfumé de la tête aux pieds, j'allais dire, qu'il rejoint l'abeille femelle, et là, figurez-vous qu'elle l'accepte. Alors c'est peut-être pas par hasard, le matin, dans la salle de bain, qu'on se balance quelques jets de parfum, après tout, ça peut-être nous faire réfléchir à ça aussi. Passe devant, Brice, t'as mis. Je vais regarder plus par terre parce que là, le spectacle est en l'air. Ah oui, regarde. Il y a ça pendant là. Oui, bah, c'est une couleuvre, t'as raison. Vous avez vu? Ah, oui. Bon, On alors. va essayer de l'attraper. Alors, on voit que c'est une couleuvre pour une autre raison encore. Peut-être, elle a la tête ronde. Voilà, la grosse écaille sur la tête. Elle a des pupilles rondes. Voilà, la vipère a des pupilles comment? Plutôt fendues. Plutôt fendues, exactement. Bon, moi, je vais vous laisser en compagnie de cette couleuvre, qui est, je vais vous le dire, la couleuvre d'Esculape. C'est celle qu'on rencontre sur le pare-brise des médecins. Esculape, c'est le dieu de la médecine. Elle n'est absolument pas dangereuse, mais vous la relâchez délicatement. Hein. C'est bien sûr qu'on a bourré un peu. Jean-Baptiste. À la fin du mois de mai, les orchis bouffons sont pratiquement toutes en train de s'éteindre. Mais heureusement, elles sont remplacées dans la même station par des céphalanthères. Regardez comme elles s'étalent au-dessus de moi. Les hêtres ont pris leurs feuilles, les fraisiers sauvages, leurs fleurs. C'est également le cas de l'orchis pâle. C'est une des rares orchidées à fleurs jaunes. On l'appelle orchis pâle parce que ses feuilles sont d'un vert très très pâle. Et quand on se donne la peine de se baisser et de respirer son odeur, on découvre le parfum du sureau. J'arrive au col de l'Opet, à 1627 mètres d'altitude, et j'aperçois la tente jaune de Patrice. C'est donc le signe qu'il est arrivé. Bonjour Patrice. Bonjour Michel. Tu es monté par Saint-Michel? Oui. Ouais. Ça va, tu es bien monté? Ça va, c'était un peu boueux dans la montée, mais enfin bon, c'est Ça s'est tout bien à fait passé acceptable. D'accord. Là j'ai installé le bivouac. C'est un Alors- bivouac d'une nuit? Oui, d'une nuit ici, parce qu'on est dans la réserve naturelle. Il est interdit de coucher 2 nuits de suite. En tout cas de laisser la tente la journée. Et on part à quelle heure demain? Demain on va partir vers 7h30. 7h30, la nuit va être fraîche. Voilà, je pense. Hier, le temps n'était pas terrible. La nuit était franchement fraîche, il a même neigé. Ce matin, c'est le vent du nord, mais du coup, ça découvre des petits carrés de ciel bleu. On appelle ça ici des culottes de gendarmes. Le temps de boire un café avec Patrice et nous partons à l'assaut du Mont Aiguille par la voie normale.
La traversée du cône de déjection est toujours un peu pénible parce que ce sont des caillasses qui montrent que le calcaire urgonien qui constitue l'essentiel du Mont Aiguille, bien que très dur et très compact, ne résiste pas à l'érosion et à la gravité. Il a d'ailleurs, ce Mont Aiguille, perdu 11 mètres en 1957, lorsque son sommet de l'époque s'est effondré dans la forêt. Bon, c'est Michel, là, on arrive au départ. Tu vois, on s'est équipé un peu plus bas parce qu'il y a des risques de chute de pierre. Donc c'est pour ça que tu as pris un casque solide, très solide, un baudrier, un mousqueton à vis et puis un descendeur pour descendre. L'attaque est là, je vais monter 30 mètres, j'ai 40 mètres de corde, je t'appelle et tu viens. Ok. Ok. Bon, tu vois Michel, là je t'attache à cet anneau. Il a été fixé en 1874. Il est rustique. Ah, il est rustique mais costaud, hein. Ok, bon. Donc tu regardes bien, hein. Les prises sont bonnes, tu choisis bien tes prises de pied et les prises de main. Bon, les prises sont bonnes, hein. Faut bien regarder. Bon Michel, là, tu vas t'arrêter sur la plateforme, tu seras bien. Je vais t'attacher là, et je vais continuer, je te fais venir au-dessus. D'accord? Ça marche. Ok Michel, là on va plus s'entendre, plus se voir. Mais dès que la corde est tendue, tu viens, hein. D'accord? Tu verras, c'est très joli. Ok, tu raccroches ton mousqueton. Voilà. Voilà, reste bien sur les marches, voilà. Bien le câble droit tendu. Voilà, là on est dans la salle à manger. Bon appétit. Quand tu vois là Michel, on est à mi-chemin, on arrive à l'entonnoir, hein. C'est là où toutes les pierres quand elles tombent, elles arrivent ici, c'est pour ça qu'on prend un casque. Donc il nous reste une centaine de mètres, regarde d'ailleurs, on voit la cheminée et le sommet qui est juste là-bas. Et on arrive avec le soleil. Voilà, en plus le soleil. Alors maintenant c'est un peu plus facile, on prend les vires comme ça. Ok. Voilà. Allez, on y va. Bon, je t'attends là alors. Hein. Voilà, il nous a fallu 2h30 pour atteindre le sommet du Mont Aiguille. En fait, nous sommes ici à 2050 mètres d'altitude. Le sommet est sur la gauche, sur la pelouse, un peu plus haut. C'est une balade, c'est un petit morceau d'aventure en fait, à faire à tout prix avec un guide parce que lui seul connaît les pièges de l'ascension. L'arrivée sur ce plateau est féerique. On se sent entre terre et ciel, sur une sorte de tapis volant immense de 760 mètres de long et plus de 100 mètres de large. Il y a de l'herbe, la neige n'est pas encore complètement fondue, mais déjà les pulsatilles sont sorties. Regardez comme elles sont belles. J'ouvre un petit peu la fleur pour vous montrer sa délicatesse.
Un petit peu plus loin, j'aperçois des petites gentianes printanières. Bonjour, ça me fait drôle de vous retrouver à côté de moi, mais je vais vous faire une confidence, je suis fatigué. J'ai des fourmis dans les jambes, j'ai les yeux éblouis par la réverbération, j'ai l'odorat endommagé par les gaz d'échappement, et en plus j'ai les oreilles qui bourdonnent. Alors, je vais prendre une décision énergique, je vais sortir de l'autoroute à Montélimar Sud. Merci. Je ne sors pas par hasard à Montélimar Sud. Je vous entraîne en effet dans une balade de santé en Drôme provençal. À 10 minutes de l'autoroute, notre première rencontre avec les parfums, ici, dans le village de Grignan, village fleuri, au pied des murailles du château. Prenons ça comme une invitation à découvrir d'autres parfums alentour. Nous voici maintenant sur la terrasse du château de Grignan, terrasse dont Madame de Sévigné aimait parler dans son courrier, dans sa correspondance. Je tiens d'abord à vous dire que ce château de Grignan n'était pas le château de Madame de Sévigné, il appartenait à son gendre, le comte de Grignan. Elle aimait donc se promener ici sur cette terrasse, je vous le disais, mais elle craignait le Mistral, elle n'aimait pas le Mistral, ça la décoiffait et ça lui faisait froid. Mais par contre, elle venait ici, dans cet endroit, probablement pour regarder le paysage, dans cette direction, c'est précisément la direction de Buis-les-Baronnies, c'est dans cet endroit que nous partons maintenant. On ne s'en tire pas comme ça, nous restons à Grignan car nous avons rendez-vous avec René, qui va nous montrer son jardin secret quelque part sur le plateau de Montjoyer. Je prie un peu d'eau parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous allons souffrir. Oui, certainement pas. Nous sommes sur le plateau secret de René, nous sommes à 400 mètres d'altitude. Les rosiers sauvages sont défleuris et pourtant leur odeur va nous être utile. Surtout l'odeur des feuilles et on va en examiner quelques-uns par ici. Allons-y. Donc voilà une espèce qui a un fruit avec des poils sous lesquels on voit une espèce d'exsudat. Une sorte de transpiration d'ailleurs. Voilà, oui, qui brille. Et donc on le coupe, on le renifle un peu. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent la pomme. Ouais, ouais. Donc ça c'est Rosa micrantha. Oh, c'est très parfumé. Ah oui, c'est très parfumé. Et les feuilles aussi d'ailleurs. René, il y a des bouquets de senteurs qui nous arrivent en plein visage. Moi, je reconnais comme ça la lavande, le romarin, ouais, l'œillet peut-être. Oui, mais ça sent, tu vois. Ça sent l'essence de térébenthine. Voilà. Mais c'est la caractéristique de du rosier de Pouzin. Oh, dis donc. Hein, ça sent fort. Hein. Ça pue. Et c'est les jeunes feuilles, surtout les jeunes feuilles qui sentent ça. Et les glandes de la queue des fruits également. Hein. Dis-moi René, la première fois que tu es venu là, qu'est-ce qui t'a guidé jusqu'ici? Ce sont les parfums? J'habitais ici, j'habitais sur Montjoyer. Non, c'est l'aspect désert là, de cette lande que je ne croyais pas si riche d'ailleurs. J'ai découvert petit à petit qu'il y avait énormément de plantes. Il y a certainement plus de 2000 espèces, je pense, dans la Drôme. Hein.
ce monde des plantes, on peut absolument, et des senteurs, des arômes, on ne peut absolument pas le dissocier de la quête depuis la nuit des temps, depuis que le primate est, c'est-à-dire vouloir bien se soigner, bien se nourrir et bien s'embellir. Et tout ça, en partie, les plantes peuvent y répondre. Le parfum, c'est pour sentir bon, c'est pour se donner peut-être une certaine prestance. Le parfum, je crois qu'il est partout, et plus il y en aura, mieux c'est. Et puis à certains moments, je pense que les odeurs doivent remettre un peu les pendules à l'heure. Y a-t-il un parfum sur la Lune, par exemple? Le parfum, c'est peut-être un plus qu'on aura découvert. C'est encore on y aura mis de sa personnalité, on aura mis peut-être une petite larme, un effort. On aura transpiré pour y aller vers ce paysage. Bonjour. Bonjour monsieur. Je vous ai repéré au parfum. Ah bon? Vous pensez que c'est ça? Alors, je pense que c'est ça, oui. Qu'est-ce que vous avez enfermé là-dessous? Un petit peu de marjolaine. C'est de la marjolaine cultivée? Oui, oui. Afin d'extraire l'huile essentielle. Qu'est-ce que vous distillez encore? Des thym, des sauges, des verveines, pas mal d'essais qui sont menés dans la région, parfois sous forme vraiment de petites cultures, à des fins de parfum, enfin pharmacopée. Et maintenant, les cuisiniers préfèrent utiliser les gouttes d'huile essentielle de thym plutôt que de mettre de la pincée de thym. Ils arrivent mieux à doser avec avec une goutte. La fumée noire qui sort de votre cheminée, là, c'est quoi? Au moment où on charge le foyer, ça dégage peut-être plus de fumée, elle sort noire, mais c'est essentiellement les plantes déjà distillées que nous brûlons. Regardez bien en sortant d'une distillerie, parce que vous rencontrerez des plantes cultivées qui se sont échappées. C'est le cas de la sauge sclarée qui se trouve ici. Alors on n'utilise plus aujourd'hui cette sauge dans la distillation parce que son huile essentielle n'est plus intéressante économiquement, mais par contre elle contient un fixateur très utile pour l'industrie du parfum. Un des premiers parfums que l'on rencontre en arrivant dans la Drôme, c'est celui du tilleul. Alors comment reconnaît-on un tilleul? Eh bien, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder autour de soi. Si vous voyez un arbre tout rond avec plein de gens à l'intérieur et des échelles posées contre, c'est forcément un tilleul et les gens sont là pour cueillir les fleurs qui sont au bout des branches. Allez, Nous sommes à Buis-les-Baronnies, au pied de la montagne. Je vous propose un bain de tilleul. Vous êtes cap? Alors on y va. Bonjour. Alors ce beau tilleul. Est-ce qu'on essaie d'apprendre des choses sur le tilleul? Oui. D'où est-ce qu'il vient celui-là? 3 km de Nyons, Aubre, un petit village à 3 km de Nyons. Est-ce que ça vous fait dormir le tilleul? Pas quand je le ramasse, non, au contraire. Quand je le vends encore au moins, le souci de le vendre. Vous allez réussir à tout vendre là, vous espérez? On va repasser dans 2 millions, on vous le dira. Ouais. Il est cassant, hein, on sent qu'il est bien sec. Ah oui, il est très sec. Il est très brillant. Oui. Et le parfum se trouve où là-dedans alors? Dans la fleur, là, tout, là. Là. Ça sent tout. Quand il est en boule, c'est foutu.
Ah oui, quand c'est en boule, en principe, les marchands ne vous le payent pas. Ils vous le prennent, mais à moitié prix. Ils vous en débarrassent, quoi. Voilà. Une journée de travail, un homme. Un homme, une journée de travail. Mais faire au moins 9 heures ou 10 heures par jour. Ils sont où les acheteurs? Il paraît que ça ne commence pas avant 10 heures. Vous êtes vendeur? Je suis vendeur, moi. Ils ne passent pas avant 10 heures? Ah, ils n'achètent pas avant 10 heures. Ils s'entendent tous, ils font le prix entre eux. Puis après ils imposent? Ils imposent leur prix, c'est fini. Ah bah dites donc. Passez par là ou par là. Oui. Ça va. Loin de l'autoroute et au-dessus des hommes, le petit village Le Poète en Percipe, à 1000 mètres d'altitude, nous permet de découvrir d'autres parfums. Regardez un abreuvoir à insectes. Les abeilles viennent boire dans la mousse imbibée d'eau. Ça, c'est une guêpe. Et ça, c'est la cirque. L'insecte que je viens d'attraper au vol, c'est une mouche en fait qui s'est glissée dans le pyjama de la guêpe pour impressionner ses prédateurs. Elle est inoffensive, elle est même très utile aux hommes. Elle se goinfre de nectar, donc elle participe à la fécondation des fleurs. On la reconnaît bien, regardez ses gros yeux. Ce sont de véritables instruments capables de détecter le moindre mouvement. On la reconnaît aussi pour une autre raison. Le son qu'elle émet en volant. Alors je vais vous expliquer maintenant la différence qu'il y a entre le lavandin, qui est un hybride, et la lavande rustique. Le lavandin, le voilà. Les fleurs ne sont pas encore ouvertes, elle est encore un peu pâle. Regardez la raie, elle est parfaite, elle est continue, jusqu'en haut, il n'y a pas de trou. L'essence de lavandin sert à la fabrication des lessives en poudre, non pas pour apporter l'odeur, le parfum, mais parce que dans l'essence, il y a des molécules qui piègent la crasse. Voilà la lavande rustique. Elle est très ouverte, elle est très colorée, elle est très parfumée également. C'est son essence qui sert à fabriquer le parfum. Son essence est noble. Mais regardez les raies, elles sont interrompues, elles sont découpées. Dans cet endroit un peu plus frais, il y a encore des plantes en fleurs et des taches de couleur qui s'envolent. Ce sont des papillons. Et comme il est question de parfum, savez-vous que les femelles de papillons émettent une odeur que les mâles sont capables de percevoir très très loin. Par exemple, la femelle de notre plus beau papillon de nuit, le paon de nuit, émet une odeur qui est fabriquée par une petite glande qu'elle possède dans son abdomen, et cette glande fabrique 1 millionième de gramme de parfum à l'heure. Eh bien, ce millionième de gramme de parfum à l'heure est suffisant pour attirer le mâle à plusieurs kilomètres de là. Il capte l'odeur avec ses antennes.
Voilà une vipérine. C'est une plante qui ne développe pas un parfum spectaculaire, mais qui pourtant est distillée parce que son essence est très utile. Autrefois, on utilisait toute la plante pour lutter contre les morsures de serpents. Alors, est-ce que c'était très efficace? Je ne sais pas, j'en doute même. On la reconnaît facilement parce qu'elle possède des petites soies très brillantes, très dures et quelquefois même piquantes. Les odeurs, c'est comme les couleurs, ce sont des messages, donc c'est de la communication. On sait par exemple aujourd'hui que les arbres communiquent entre eux. Lorsque l'un d'entre eux est attaqué par un champignon, par un insecte ou par un mammifère, il émet aussitôt une odeur. C'est une alerte comprise par le voisin qui se met immédiatement à fabriquer une substance qui repoussera le prédateur. Tous les parfums ne sont pas agréables aux humains. Par exemple, l'odeur du bouc nous fait froncer le nez. Il est certainement très agréable par contre pour la chèvre. Eh bien, figurez-vous que cette orchidée sent le bouc. On l'appelle pour cela orchidée bouc. Mais cela ne doit pas vous empêcher d'observer les fleurs. Elles sont très très belles, elles ressemblent à des lézards qui se tortillent au soleil. Cette orchidée, c'est pour nous l'occasion de nous quitter. Mais je vous rassure, le chemin n'est pas un cul-de-sac, il ouvre vers d'autres paysages parfumés. Alors profitez-en et bonne balade.